Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM. Ici Maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité, en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Bonjour à tous, auditeurs, auditrices, bienvenue à l'écoute d'Ici et Maintenant, 95.2, le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours 17h30, 19h, effectivement, avec un nouvel invité pour nous parler, comme vous l'aurez bien compris, de santé, mais pas seulement, aussi de spiritualité. Avec nous aujourd'hui pour en parler justement, Sylvie Carlet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors, je prononce bien le nom ? Impeccable. Bon, super. Très heureux de vous avoir dans nos studios, puisque ce n'est pas la première fois que vous passez, je pense, mais il y a de cela longtemps que vous étiez venu. Oui, bon, il y a, je pense, 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum. Alors Sylvie, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, moi y compris, on va faire connaissance tous les deux, on va faire un petit voyage. Et pour ceux et celles qui justement ne savent pas qui vous êtes, comment est-ce que vous pourriez vous définir ? Quelles sont les étiquettes que finalement vous vous accolez ? Pas évident de parler de soi. Non, disons que c'est pas mon sport favori, mais je comprends en même temps que quand on vient parler au public, il faut tout de même s'identifier, se présenter. Déjà pour moi, le premier lien, le plus évident pour moi, c'est ma connexion avec cette radio. Ici Maintenant. Effectivement. Parce que j'ai fait quand même partie de la saga de l'époque, on va dire, du petit groupe de gens, y compris donc le grand Manitou du lieu qui s'appelle Didier, que je salue et que je respecte beaucoup, a maintenu la barre de cette radio qui a été vraiment la radio libre, une des vraiment toutes premières radios libres. Et symboliquement, je suis fière d'avoir été de cette génération-là. Je suis fière d'être là encore aujourd'hui pour parler de la suite du chemin. Alors ça, c'est la première chose. Yes. Et un grand merci à vous d'avoir contribué à faire que cette histoire, cette belle histoire continue au jour d'aujourd'hui, sinon je ne serais pas là. Donc c'est aussi grâce à vous en partie que voilà, je suis derrière un micro et que je puisse tous les jours, eh bien ma foi, découvrir des mondes formidables, des gens magnifiques et nous le faire partager à tous ceux et celles qui nous écoutent déjà. Alors, un grand merci Sylvie. Ouais, moi j'ai envie aussi de dire, voilà, merci à la capacité d'avoir tenu cette continuité depuis autant d'années, puisque je me souviens plus exactement de la date du démarrage de Radio Ici et Maintenant, mais pour moi ça correspond à une époque où on a été un peu des aventuriers, on va dire, et on était quand même relativement dérangeant, un petit peu mal vu, on défrichait, on était inquiétant, on traitait de toutes sortes de sujets. Moi j'ai des souvenirs de Didier allant mettre des électrodes sur la tête des gens qui méditaient pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et puis en fait bon, on était ensuite avec les bouddhistes en Saône-et-Loire, et c'était marqué dans le journal, une nouvelle secte s'est installée en Saône-et-Loire, alors qu'on avait les plus grands maîtres du bouddhisme qui étaient qui étaient invités, qui étaient présents, et c'était pour nous vraiment encore une émotion absolument extraordinaire. On se rendait pas compte d'ailleurs, parce qu'on était très jeunes, qu'on avait cette espèce d'inspiration, on avait cette recherche. Et on a eu quand même une immense chance, c'est d'être là au démarrage un petit peu de beaucoup de choses et de rencontrer des éminences, on va dire, qui étaient presque nos amis, en fait, qui étaient des gens qu'on côtoyait vraiment de manière extrêmement naturelle. Donc voilà, on fait comme ça, mais ça balise un peu l'historique. Donc ça a été aussi des grandes aventures, même avant, ou pendant. Je me sers un petit peu de ce lien avec Didier parce que le fait de le voir, ça me rappelle un petit peu ces moments-là où on a rencontré aussi de très grands initiés du monde occidental que je me ferai un plaisir de citer parce que c'est un grand monsieur qui s'appelait Jacques Breyer et qui à l'époque nous a expliqué beaucoup de choses, qui était en même temps un alchimiste, qui était en même temps, on va dire, extraordinairement branché sur toutes ces sciences-là, très actif surtout. Et surtout qui était dans l'expérience de ces choses-là, qui n'est pas seulement un intellectuel. Et à cette époque-là, il nous avait vraiment parlé de beaucoup de choses, et je crois que c'est important d'en parler maintenant,
Cet homme-là nous avait montré par ses écrits, et aussi par des rencontres évidemment réelles qu'on a eues avec lui, il avait écrit un très très beau livre qui s'appelait Terre Oméga, où il expliquait en fait l'alchimie de l'histoire. Il expliquait comment, grâce à l'alchimie, on pouvait faire des prophéties. Et comment, en fait, les prophètes n'étaient pas seulement des gens inspirés, étaient aussi des gens qui avaient des connaissances, justement alchimiques, et l'alchimie appliquée à l'histoire permettait de faire des prophéties. Et à l'époque, on était dans les années 70, il nous a montré dans son livre, dans lequel il y avait beaucoup de schémas extrêmement intéressants, et qui étaient compréhensibles pour nous, parce qu'on comprenait, il nous expliquait, il y avait des croquis, enfin, c'était pas si compliqué que ça à comprendre. Mais je fais le lien avec maintenant, parce que dans cette période incroyablement chaotique dans laquelle on est maintenant, en 1970 ou 75, il nous a parlé de cette époque dans laquelle on est maintenant. Donc pour moi, ça a beaucoup de sens, parce que ça m'a permis de garder une certaine distance avec toute cette ambiance un peu, on va dire, un petit peu dramatique sur les événements, sur ces idées voilà, l'apocalypse, la fin du monde, enfin tous ces fins du mondistes, comme je les appelle, qui sont en fait soi-disant très branchés, mais qui finalement diffusent beaucoup d'informations que je trouve plutôt un peu négatives par rapport à l'idée de la transformation dans laquelle on est. Donc ça date donc de cette époque-là, et ça permet de comprendre pourquoi maintenant on a aussi une lecture de ce qui se passe qui est plus de recul. Plus de recul. Et ça me paraît très important. Et dans ce sens-là, quand ce monsieur, rappelez-nous Jacques Breyer. Jacques Breyer. Qui est décédé maintenant, bien sûr. Hein. Lorsqu'il vous a fait part justement de sa vision de l'alchimie, de quelle manière on pouvait l'utiliser pour faire des prophéties justement, et dont il vous a parlé à cette époque, pour dessiner, je dirais, cette époque si présente. Oui. Comment est-ce que vous avez justement pris cette information avec votre regard de jeune sur un chemin spirituel, désirant comprendre qui il est? Eh bien, écoutez, voilà, on se posait quand même déjà pas mal de questions là-dessus, parce qu'on a organisé à l'époque une rencontre entre ce personnage-là. Je dis on parce que j'assimile un peu toute la petite équipe qu'on était à ce moment-là, hein, dont Didier faisait partie. On a organisé une rencontre entre notre maître de cœur qui était Kalu Rinpoche, qui était ce grand maître tibétain dont on a reçu les enseignements, qu'on est allé voir en Inde, etc., toujours tous ensemble. Et on a fait rencontrer ce fameux Jacques Breyer avec ce maître tibétain. Et on avait des grandes attentes sur cette rencontre. J'imagine, oui. Non, mais c'était énorme. On a fait ça, je me souviens, dans une maison que j'avais louée à Paris. Et en fait, on a été extrêmement impressionnés de ce qui s'est passé. On s'est rendu compte que d'un côté, on avait quelqu'un qui avait une compréhension des mystères, une expérience incroyable qui était très occidentale, donc qui passe aussi par beaucoup d'intellect, beaucoup de mental. Et de l'autre côté, on avait un maître de la méditation qui parlait de non-dualité, qui parlait d'apaiser l'esprit, qui parlait de la compassion, qui parlait de tout ça. Et finalement, ça a plutôt été un grand flop, cette rencontre. Ça a plutôt été quelque chose où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les grandes questions que ce monsieur avait à poser à ce maître de méditation, c'était le maître de méditation a renvoyé le miroir. Et il l'a renvoyé à ses propres responsabilités. Et du coup, ça a été un petit peu cette image de l'Orient et de l'Occident qui cherchent à se rencontrer et qui maintenant, à notre époque maintenant, arrivent à faire des ponts extrêmement intéressants, puisque là, en ce moment, je lis quand même pas mal, évidemment, même si je suis pas une intellectuelle. Je veux surtout pas me présenter comme ça, mais je lis en ce moment un livre sur la neuroplasticité du cerveau, qui a été conçu en fait qui a été organisé en faisant rencontrer des neuroscientifiques, des neurochirurgiens et des grands maîtres de la méditation auprès du Dalai Lama. Donc le Dalai Lama, je pourrais vous donner éventuellement, parce que j'ai fait une petite fiche là-dessus, je pourrais vous donner, si ça vous intéresse, le nom de ce livre. Mais ils sont en train de réaliser, du point de vue donc mental analytique. et d'analytique et scientifique,
ces choses incroyables que transmettent en fait ces maîtres qui transmettent ça depuis des centaines et voire plus longtemps encore, des techniques de méditation qui amènent à l'ouverture de la conscience et qui amènent aussi à ne pas reposer que sur son propre mental ou sa propre expérience les choses, mais aussi sur le flux d'énergie, on va dire le flux d'énergie créative commun. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, tout à fait. Enfin, moi, voilà. Moi, c'est mon thème, disons, c'est un petit peu mon thème. Alors, je fais un peu le pont comme ça pour dire que, évidemment, ce que je raconte aujourd'hui, c'est la synthèse. C'est forcément chaque molécule que j'ai, même si elle se change tout le temps, c'est quand même le fruit de ce que j'ai vécu depuis les années 70, on va dire. Donc, c'est quand même une grande époque. Hein. Alors, je reviens sur la question à laquelle vous n'avez pas répondu. À savoir, comment est-ce que vous avez pris cette information délivrée par Jacques concernant l'alchimie, cette manière de pouvoir voir le futur ou de faire ses prophéties? Parce que dans les années 70, 74, il y a eu la fameuse crise du pétrole. Mais au-delà de ça, il y avait quand même, à l'époque, une ère d'ouverture. C'était la découverte vers l'Orient, vers toute cette richesse culturelle. On pense entre guillemets aux 68 arts, mais tout ça, c'est la même, entre guillemets, branche, cette même ouverture, ce même désir d'aller vers l'inconnu, de casser toutes les barrières mentales et même physiques, des fois, pour partir à la découverte. Et de voir un homme, alors que dans les années début 70, on pouvait se dire, tout est possible. Et de voir un homme qui dit, dans, peut-être une trentaine d'années, tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, ça ne sera plus. Et nous vivrons quelque part, je ne sais pas comment il a pu formuler ça, mais du regard que vous en aviez à l'âge que vous aviez à ce moment-là et de votre compréhension du monde, comment est-ce que vous avez perçu cette information-là? Mais en fait, pour nous, c'était en fait des informations extrêmement intéressantes, parce que bizarrement, on était évidemment dans ce tout est possible, d'en faire éclater toutes les limites qu'on nous avait finalement mises, et cette ouverture qui nous permettait une grande liberté d'investigation, on va dire, de tous les côtés. Mais cette investigation-là, elle faisait aussi partie de notre tout possible. Et donc, quand on a commencé à s'intéresser à cet homme-là, au départ, c'était à travers les chiffres. En fait, je me souviens, on était dans ces histoires de carré magique. Je sais pas pour les auditeurs si ça va leur dire quelque chose, mais c'est des choses ésotériques, on va dire, plutôt enseignées dans la tradition occidentale, mais on les retrouve aussi dans la tradition orientale, puisque c'est la table d'émeraude, en fait. En Orient, c'est la table d'émeraude. Chez nous, on va les appeler d'une autre façon. Et donc, on a commencé. Et ça nous passionnait. Et donc, lorsque Jacques Breyer nous a montré ou enseigné à lire son livre Terre Oméga, c'est-à-dire aller de l'alpha à l'oméga, nous, ça nous passionnait complètement. On se sentait extraordinairement concernés par ça. Et il expliquait pas seulement le futur, il expliquait avec sa façon de lire les événements, il expliquait aussi le passé. Voilà. Donc, on avait aussi des preuves par ces schémas, parce que c'était des grands schémas en fait, comme des espèces comme un sablier quoi, qui s'ouvre parce que c'est cyclique. Voilà. Et il expliquait que voilà, on est là dans le cycle en ce moment, et on pouvait le constater. Voilà, à telle époque du cycle, il y a eu le Christ, et c'était précisément au niveau du chakra du cœur. Bouddha à telle époque, enfin les grands maîtres, disons, mais aussi les grands chercheurs. Enfin, il y avait pas mal de recoupements. Je ne sais pas si ce livre est toujours trouvable, mais il est quand même très. Ça m'intéresse beaucoup là d'en parler comme ça. Jacques Breyer. Jacques Breyer, B-R-E-Y-E-R. Voilà. Donc c'est intéressant pour les curieux de ces choses-là. C'est un peu complexe à lire, c'est un langage très alchimique, mais c'est vraiment passionnant. Et donc, quand il parlait de cette époque entre guillemets, qui s'appelle apocalyptique, suivi, on est en fait au sommet de la pyramide va se renverser, et donc tout s'accélère en haut d'une pyramide, donc les événements s'accélèrent très très vite, et donc tout doit se transformer. Et ce qui peut passer passe, et ce qui peut pas passer passe pas, quoi. C'est-à-dire le goulot d'étranglement est très 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 resserré, très étroit. Ce qui veut dire que tout ce qui est faux, enfin tout, on va pas rêver non plus, mais une grande partie de ce qui est faux est en train de se désagréger pour pouvoir passer à un niveau plus subtil, je pense, de conscience et d'existence, ce qui nous permet de faire le pont avec l'écologie. L'écologie qui d'un seul coup s'est révélée, en tous les cas au niveau du grand public, des pouvoirs politiques,
dans notre pays, dans le monde entier, c'est quand même... Enfin, ça paraît un peu fou, mais c'est relativement récent. Il y a eu les balbutiements dans les années 68, mais c'était vraiment les balbutiements. Les premiers hommes politiques qui représentaient l'écologie, ils étaient pris un peu pour des pantins au début, il faut quand même dire ce qui est. Maintenant, comme nous, on était pris un petit peu aussi, les Tibétains, les grands maîtres, étaient pris un peu pour des pantins aussi dans les années 70. Et maintenant, on voit les dirigeants de ce monde qui, enfin, par les Chinois, qui se prosternent devant ces figures-là. Voilà. Donc l'écologie a fait donc à ce moment-là son arrivée. Et ça, tout ça, ce sont les précurseurs en fait de ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire de se rendre compte que voilà, on a pollué, on a gaspillé, on a fait les choses sans conscience, collectivement. Alors j'aime beaucoup la manière dont vous reliez l'écologie, donc la nature, la terre, et la manière dont tout cet écosystème s'auto-génère, pourrait-on dire, et puis donc de faire le pont, comme vous l'avez fait, avec cette notion de spiritualité à travers justement peut-être le départ des Tibétains de leur pays d'origine pour quelque part, et c'était peut-être aussi une chance, peut-être une malchance pour eux, quoique, mais de répandre d'autant plus justement le bouddhisme, il a cette philosophie à travers le monde. Si effectivement ils étaient restés enclins dans leur Himalaya, peut-être qu'on n'aura pas eu cette connaissance qui se soit répandue aussi rapidement, parce qu'en l'espace de quoi, de 30, 35 ans, c'est très rapide. Oui, c'est très rapide. Ouais. Et donc de faire le lien entre justement ce que vous appelez l'écologie intérieure, entre cette spiritualité que nous incarnons nous en tant qu'êtres humains, mais que nous incarnons aussi à travers je dirais la mère Terre. Voilà, c'est vraiment mon propos et c'est vraiment ça que j'aimerais bien développer. Je ne sais pas si j'ai assez répondu sur l'historique, parce qu'on pourrait en parler pendant beaucoup d'heures, beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ce que je voudrais juste rajouter pour terminer de parler de moi, c'est que je suis une personne complètement normale. Je suis pas un gourou. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai été dans des communautés, j'ai appris, j'ai rencontré des gens exceptionnels, et quelque part un peu, je fais souvent un peu cette image, c'est comme quelqu'un qui est monté, a appris à connaître la montagne, a appris à apprendre ce que c'est que l'altitude, il va pouvoir guider des gens pour monter sur un sommet par exemple. Bon, moi je me considère pas plus que ni moins que quelqu'un qui peut guider, parce qu'il a déjà été fréquenter le chemin. Voilà, donc c'est pour ça que j'accepte et que j'ai accepté de me mettre en scène en tant qu'animatrice ou bien en tant que guide pour certaines personnes, et de sortir de mon île à moi, de mon île au trésor, pour partager un peu ces trésors et pour partager aussi un certain nombre d'outils qui peuvent aider à traverser ce qu'on est en train de traverser maintenant. Et c'est de ça que j'ai envie de parler maintenant. Donc cette notion d'écologie dont on a commencé à parler, qui a commencé à croître depuis un certain nombre d'années, disons les 20 dernières années, en étant très optimiste, moi je dirais presque moins que ça, on va dire, au niveau du grand public, conscient du geste qu'on fait, conscience de notre responsabilité vis-à-vis de la planète, conscient de notre responsabilité vis-à-vis de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans notre corps, etc. Simplement, moi, ça fait des années que je m'occupe, que j'ai, moi, cheminé dans ce travail. Je sais ce qu'il a fallu faire pour moi, pour me, entre guillemets, dépolluer, pour faire une partie, je ne dis pas que tout est fait, mais une partie de ce nettoyage intérieur, une partie de la conscience qu'ils font amener sur ces fonctionnements, que ce soit les fonctionnements émotionnels, les fonctionnements mentaux, prendre conscience de tout ça. Et là, il y a un vaste terrain qui, je trouve, a été trop, comment dirais-je, cantonné et maintenu dans des zones un peu inaccessibles pour le grand public, un peu mystifiées. Moi, je me sens un peu une âme de démystificatrice, je ne sais pas si on dit ça, oui. Démystifier un peu tous ces langages qui, pour moi, ont été inventés pour faire croire aux gens que ces choses n'étaient pas pour eux. Voilà, donc en fait, encore une fois, qu'on pouvait les manipuler, que voilà, des institutions religieuses ou autres pouvaient manipuler les gens, ou que des gourous pouvaient se mettre au-dessus d'eux en leur disant « je vais vous donner mes bons enseignements, mais vous en êtes si loin », etc., etc. Moi, je crois qu'on est à une période où il faut rendre accessible, comme on est en train de rendre accessible la nourriture bio, comme on est en train de rendre accessible un certain nombre de connaissances,
à travers les livres, même dans les journaux grand public, on parle de la méditation, on parle de la façon de se nourrir de plus en plus. Ouais. Donc rendre accessible ces choses aux gens. Arrêter d'utiliser des termes sanscrits très très compliqués pour parler de choses qui ont besoin d'être comprises urgemment, parce que je pense que l'urgence, elle est aussi importante pour l'écologie de la planète extérieure de la nature que la nôtre intérieure, parce que c'est nous les hommes qui avons la barre du bateau. Et si on est plein, on est réprimé, si on est plein de colère, plein d'émotions négatives, et qu'on mange n'importe quoi, qu'on fait n'importe comment dans nos relations, on sera quand même peu apte à faire évoluer cette planète dans le bon sens, et puis aussi la collectivité, comment les choses doivent évoluer pour que les jeunes puissent prendre la barre du bateau, parce qu'ils sont quand même globalement, pour beaucoup plus intelligents que nous on l'était à l'époque. Moi j'ai beaucoup de confiance dans la jeunesse, mais il faut aussi qu'on les informe. L'intelligence du cœur. Voilà. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Je crois que l'intelligence du cœur, c'est notre... moi j'allais dire c'est notre assurance tout risque. C'est le lieu où on est tous reliés, quelque part. Hein. Donc je pense que c'est quand même essentiel d'avoir aussi... Bien sûr, pour moi, le travail sur le cœur, il est lié au nettoyage. Parce que si on nettoie, si on fait ce travail de nettoyage intérieur, si on fait ce travail sur le corps, sur la compréhension de ce que c'est que son énergie, la compréhension de qu'est-ce que c'est mes pensées, qu'est-ce que je fais quand j'ai une pensée positive ou une pensée négative, quelles sont les conséquences de tout ça, eh bien, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je disais avant, mais moi, je sais où je veux vous emmener en tout cas. Alors, puisqu'on parle d'écologie, alors effectivement, démystifier, j'aime beaucoup ce terme parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs reprises au cours de cette émission avec d'autres invités. Et c'est pour ça qu'il est bon d'utiliser aussi des termes que la plupart des gens, alors peut-être ne connaissent pas, ça c'est une chose, mais en même temps essayer de les expliquer. Car il est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion de faire ce travail sur soi, et quand je dis travail, comme vous venez de le dire, il ne s'agit pas uniquement de ses pensées, il s'agit aussi de son corps. Voilà. Et d'avoir ce lien entre un corps sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Mais il s'agit aussi de voir que tout ce qui est à la base de notre être, dans sa globalité, c'est notre conscience. Et de cette conscience, vous l'avez approchée à travers différents éléments, notamment artistiques, et le tantrisme. Oui, absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est le tantrisme, parce que c'est déjà une discipline bien spécifique, dont on ne parle que rarement quand même, et qui est toujours connotée justement sur le côté sexuel. Ok. Alors, en effet, pour comprendre un petit peu, pour pas que ça ait l'air trop décousu ce que je suis en train de dire, la synthèse que j'ai faite actuellement, c'est que j'ai mis un petit peu toutes mes différentes compétences dans une formation que je donne en ce moment et qui en effet s'appelle Corps, Tantra et Chamanisme. Alors, pourquoi corps, pourquoi tantra, pourquoi chamanisme? Déjà pour comprendre que c'est vrai que j'ai animé et j'ai co-animé des formations au tantra pendant de nombreuses années avec un collègue avec lequel j'ai vraiment expérimenté et accompagné de très grands groupes et avec beaucoup. Enfin, c'était une grande aventure avec en même temps en permanence des questionnements, en permanence parce que quand on est devant un groupe de gens, que ce soit 20, 30, 40, 50, 60 personnes, c'est en fait on peut pas tricher, on est forcément comme on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses limites, et donc on est soi-même complètement participant quand on fait ça. Moi, j'ai jamais été derrière un siège avec des papiers en train de lire ce que c'était que le tantra. Le tantra, c'est l'énergie vivante. Donc on travaille avec son énergie vivante. Ensuite, donc je repars le corps, le tantra, donc que j'ai pratiqué, on va dire isolé d'un travail sur le corps et d'un travail, quand je dis chamanisme, en fait pour moi c'est surtout l'idée du lien avec la nature, c'est l'homme multidimensionnel, c'est comme ça qu'on l'a appelé avec mon collaborateur, avec qui on va parler tout à l'heure, qui s'appelle Gérard Longuet. J'ai demandé à Gérard et on s'est rencontrés, on a décidé de travailler ensemble. Lui c'est un homme qui a aussi une très grande expérience de la méditation puisqu'il a commencé depuis l'âge de 17 ans dans ce domaine-là et qui doit avoir 50 et plus maintenant. Et il est devenu ostéopathe. Et c'est un ostéopathe de grand talent,
D'autant plus qu'il a en effet son expérience de l'ouverture à l'énergie grâce à la méditation. Et donc il a non seulement sa connaissance intellectuelle et sa connaissance technique du corps, mais il a aussi une appréhension globale de la personne. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail remarquable au niveau de l'ostéopathie, et en plus qui a été donc depuis très jeune aussi initié par des chamans sud-américains, chose que moi je n'ai pas fait. Et moi j'étais plus dans un travail en effet avec les Tibétains traditionnels sur la méditation, ensuite beaucoup au niveau de l'énergétique, puisque je travaillais avec des groupes qui travaillaient beaucoup sur la connaissance de l'énergie, disons dans les différents plans de nous-mêmes. On va dire on est quand même des gens multidimensionnels, bien qu'on ne se serve en réalité souvent que d'un seul aspect, mais on est reliés, on a des aspects quand même assez profonds, chose que moi personnellement j'aime bien travailler parce que je trouve que là, dans les profondeurs d'un être, dans son appréhension de la puissance, dans comment il utilise sa puissance ou comment il ne l'utilise pas, éventuellement, il va se priver ou il va mal relier cet élément de lui-même, soit au niveau du cœur, pour reparler du cœur. Souvent, les gens puissants ont une certaine dureté, c'est pas le cas pour tout le monde, mais souvent il y a un problème de lien entre la puissance, le cœur et on va dire la conscience pour cet alignement. Et puis, d'autre part, il y a des gens qui sont très reliés au niveau du cœur, qui ont de la conscience, mais qui n'ont pas de puissance, qui sont coupés de leur puissance, qui sont donc aussi coupés de leur énergie vitale, on va dire. Alors là, ce dont vous parlez, parce que tout à l'heure on va accueillir Gérard, qui nous parlera justement beaucoup plus spécifiquement du chamanisme et de l'ostéopathie tel qu'il le conçoit. Voilà, exactement. Mais vous concernant, puisque je vous ai sous la main, et puisqu'on parle du tantrisme notamment, quand vous parlez d'énergie vitale, cette énergie, enfin, pour qualifier plutôt le tantra. D'accord. Parce que quand on spécifie l'énergie vitale, on entend effectivement cette colonne d'énergie qui nous traverse. Alors, plus ou moins convenablement, va-t-on dire, mais ça je vous laisserai développer. À travers le corps physique, c'est une chose, mais pas seulement. Alors, si vous pouviez qualifier ou définir dans une certaine mesure ceux qui ne sont pas initiés sur le tantrisme et pour démystifier justement cette idée reliée au sexe. Pourquoi est-ce que le sexe colle à la peau du tantrisme ? Je pense que ça c'est une facilité, mais d'un autre côté ça a été aussi très bien parce que cette connotation sexuelle du tantra a permis aussi, parce que dès qu'on parle de sexe ça intéresse en général pas mal les gens. Voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de groupes de tantra qui ont attiré des gens parce qu'il était question de sexualité. Et du coup, une fois que la personne est là en face d'un enseignant, on va dire qui a vraiment une expérience, il va se rendre compte très vite que évidemment le tantra est loin d'être que la dimension sexuelle d'une personne. Simplement, on va dire que le tantra, en fait, c'est la voie royale, entre guillemets, celle qui inclut tout. Il y a des voies qui vont pas inclure la dimension de la spiritualité, qui vont plus être dans la méditation du cœur, qui vont plus être on va dire dans les zones plus supérieures. Mais des enseignements qui vont s'occuper de la dimension sexuelle, qui vont s'occuper de la dimension de pouvoir, de puissance d'un être, sont déjà un petit peu plus rares, on va dire, parce que c'est pas mal embarrassant, on va dire. Ça demande un grand travail. Donc le tantra, c'est la voie, on va dire, c'est le yoga qui inclut tout. C'est pour ça qu'on dit que dans les pratiques du tantrika, entre guillemets, le tantrika n'évolue pas normalement dans la dualité de dire ça c'est bon, ça c'est mal. Chose, on va dire, qui est plus pratiquée dans d'autres voies du yoga, où on va considérer que on va pratiquer ça, mais on va pas pratiquer ça, on va pratiquer l'abstinence, comme nous dit le pape, on va pratiquer l'abstinence, et on va méditer sur la compassion, etc. C'est merveilleux, mais ça c'est merveilleux si on est dans un monastère, on va dire. C'est ce que vous appeliez les niveaux les plus hauts, mais d'un point de vue peut-être des chakras, effectivement peut-être se focaliser sur on va dire les pensées, la spiritualité au sens large, le ciel finalement. Voilà. Mais en se coupant quelque part de la base, alors qu'on est des êtres humains avec un corps. Voilà, exactement. Donc c'est ce déni, on va dire, du corps, du plaisir, pour reprendre en fait, ces notions extrêmement importantes, mais qui ont été quand même toujours
très marginalisé, très rejeté. Bon, je vais pas vouloir faire des citations un petit peu plus intellectuelles, mais il y a un livre de Michel Onfray qui s'appelle La contre-histoire de la philosophie, et qui s'appelle le christianisme hédoniste, où historiquement il reparle de beaucoup de gens, de penseurs, de philosophes qui ont justement à cette époque de la chrétienté voulu être donc ces groupes qui allaient inclure, comme dans le tantra, on pourrait dire que c'était un peu des groupes de tantrika, de gens qui voulaient accepter le corps, accepter la jouissance. La jouissance. Voilà. Je dis pas qu'ils n'ont pas fait aussi des errances. Oui, mais il y a un côté non-rejet de la vie. Bon, moi, je considère que c'est des voies différentes. Et chaque personne n'est pas faite pour la même voie. Il y a des gens pour qui la voie, on va dire par rapport au bouddhisme, le Hinayana ou le Mahayana vont être des voies qui vont leur convenir. Il y a d'autres qui ont besoin de manger la vie, d'expérimenter la vie beaucoup plus dans sa totalité. Et pour qui le déni du corps, ou le déni du plaisir, ou le déni des sens est quelque chose de contre-nature. Personnellement, je fais partie de ces gens-là. Voilà, je pense que je continue. Parce que moi, sinon, je continue. Hein. On va faire la première pause pour la page promotionnelle. D'accord. Avec nous aujourd'hui Sylvie Carlet et tout à l'heure, d'ici un petit quart d'heure, Gérard Longuet, et vous allez en apprendre un peu plus, mais vous avez commencé à avoir un aperçu de ce dont nous parlons, notamment le chamanisme, le tantrisme, et ce que Sylvie qualifiait d'écologie intérieure. L'homme multidimensionnel, on va continuer juste après cette page promotionnelle, mais en tout cas, différentes informations à vous communiquer. Pardon. Alors, la première information à vous communiquer, c'est un site internet qui est en cours de construction et qui relie justement les travaux de Sylvie et de Gérard qui travaillent en partenariat. Donc, ce site internet, je vous le donne quand même pour l'instant, sachant que vous pouvez les retrouver par la suite en lien sur le site de Gérard ou de Sylvie. C'est écologieintérieure.com. Donc, écologie intérieure en un mot, tout attaché. Écologie, bien entendu, au singulier, intérieur, vous aurez compris, .com. Donc, site en cours de construction. Le site internet de Gérard Longuet, www.gérard, en minuscule, sans accent, bien entendu, -Longuet. Alors, le tiret, ça touche 6 de votre clavier. Longuet, LONGUET.com. Un numéro de téléphone pour contacter Gérard, le 06 08 73 77 23. 06 08 73 77 23. Le site internet de Sylvie, qui aura tous les liens en même temps vers le site de Gérard, aussi bien que vers le site qu'ils sont en train de construire tous les deux, www.énergie-créativité.com. Énergie au singulier, créativité au singulier aussi. Le tiret, la touche 6 de votre clavier, je le répète une dernière fois, www.énergie-créativité.com. Et le numéro de téléphone, un numéro de portable que vous communique Sylvie, le 06 85 71 48 63. 06 85 71 48 63. Voilà qui est fait en tout cas pour pouvoir les joindre. Maintenant, concernant l'actualité, va-t-on dire, eh bien, déjà une première conférence qui aura lieu à Paris. Alors cette conférence aura lieu, j'ai pas noté la date, Sylvie, je crois que c'est dans les 2 jours qui viennent, hein. C'est jeudi qui vient. Hein. Jeudi, absolument. Donc ce jeudi, on sera le 26, jeudi 26, à la salle Gabriel Delanne, DELA2NE, qui se trouve à Paris dans le 13e arrondissement, métro Place d'Italie, et l'adresse exacte c'est au 22 rue Paulin-Méry. Paulin, P-A-U-L-I-N, et Méry, M-E-R-Y. C'est à 19h15 et c'est l'entrée 10 €. Alors, de quoi est-ce que on va parler durant cette conférence? Eh bien, voilà ce que vous proposent Sylvie et Gérard. Donc, l'urgence pour l'homme et la planète, l'écologie intérieure, ce dont nous parlons donc, corps, tantra et chamanisme.
Voilà donc ce petit voyage que vous propose Sylvie et Gérard en préambule, alors 2 stages. Alors là, Sylvie, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu plus de quoi il retourne, à savoir qu'il y a 3 stages à proposer, là qu'il reste, que l'on peut prendre indépendamment les uns des autres. Ça commence le vendredi soir, ça se poursuit le samedi et le dimanche. Le premier de ces stages commence donc le 3 avril. Au soir. Le 3 au soir. Donc le vendredi soir, il se poursuit le samedi 4 et le dimanche 5. Ou alors il y a au choix donc le vendredi soir 30 mai, suivi du 31 mai et du 1er juin. Ou encore donc le vendredi 9 juillet. C'est pas forcément toujours là, sur ces 2 derniers stages, c'est pas forcément des vendredis, samedi, dimanche, parce qu'on voit il y a eu des petits. Il faut regarder sur le site en fait. Il y aura. Là, il y aura les jours. Il y aura les jours. Voilà, mais sont bien les dates sont bonnes. Hein. D'accord. Donc 30 au soir. 30 au soir, 31 mai et 1er juin, ou alors le 9, 10 et 11 juillet. Alors pour information, donc on peut participer à l'un sans forcément. Voilà, je vais expliquer juste. En fait, quand on a donc créé ce programme qui était notre programme 2009, on a décidé de faire donc 4 week-ends qui sont en fait des week-ends de préparation pour la semaine d'été. Et on a repris donc les 4 thèmes principaux à travers les 4 éléments, puisqu'on s'est mis un peu sur la grille du chamanisme. Donc on a pris donc terre, eau, air, feu. Donc on va aller en progression sur ces 4 thèmes. Donc le thème de la terre, on l'a déjà fait, puisque c'est un séminaire qu'on a fait au mois de février, donc sur un travail beaucoup sur l'enracinement et sur les éléments de la terre, enfin bon, je vais pas expliquer tout ce qu'on a fait. Le prochain séminaire, le prochain week-end est un week-end sur l'eau, donc tout ce il va avec l'eau, c'est la fluidité, les émotions, travail sur la respiration, travail sur le dénouement émotionnel. Air va concerner plus un travail de compréhension mentale, mais enfin tout ce qu'on peut relier à l'élément air. Et feu sera le week-end plus consacré en effet à la sexualité, à la préparation de tantra. Et en fait, bon, d'un week-end à l'autre, il y a des choses qu'on revoit, etc. Mais c'est très très court un week-end pour parler de ces choses-là. Donc on va la semaine d'été qui est du 8 au 15 août, donc qui va avoir lieu près d'Avignon, en résidentiel. Enfin, les week-ends sont résidentiels aussi, hein. Donc on le parlera après. C'est à 2 heures de Paris, dans un endroit dont on parlera peut-être après, sinon c'est sur le site. Hein. Oui, c'est près de Vendôme, dans le 41, à 2 heures de Paris en voiture. Voilà, 42 minutes de TGV et 2 heures de voiture si vous venez en voiture. Il y a des trains aussi possibles. Et l'été, ça a lieu donc dans un endroit qui s'appelle les Coustettes et qui est aussi un endroit très isolé, très beau. Dans le parc du Luberon. Dans le parc du Luberon, et dans lequel on va en fait revisiter tous ces stages-là. Les choses qui sont intéressantes, c'est que moi j'ai inclus, étant un peu spécialiste du développement aussi par la créativité, j'ai inclus dans ces week-ends, chaque week-end aussi des outils créatifs assez puissants et que j'ai moi expérimenté dans mes formations précédentes et qui sont en même temps ludiques. Oui, qui sont en même temps ludiques, qui sont en même temps profondes, qui vont droit au but, qui passent justement vraiment pas du tout par le mental et qui sont extrêmement efficaces et qui sont pas livresques, qui sont spontanés. C'est ça que je trouve vraiment chouette, quoi. Hein. Et et puis bon, l'été, on aura beaucoup plus de temps, donc on va pouvoir continuer à explorer aussi beaucoup d'outils créatifs, aussi bien avec la terre, la peinture, les couleurs, on fera de la musique, on va faire beaucoup de choses qui seront vraiment en même temps très 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 agréables, quoi. Hein. Alors, si j'ai bien compris, pour ceux et celles qui souhaiteraient participer à la semaine d'été du 8 au 15, il faut impérativement qu'ils aient au moins passé un week-end au moins. À travers un élément, soit le feu, l'air, la terre. Voilà, il faut qu'ils aient passé au moins un élément, ou ce soit des gens qui aient déjà fait des formations avec moi ou avec Gérard. Voilà, des gens où on sait qu'ils ont déjà quand même fait un certain travail, quoi. Hein. D'accord, voilà. Au préalable. Au préalable, absolument. C'est pas qu'on veut être sélectif, mais c'est qu'on peut pas non plus constamment reprendre le b.a.-ba à chaque fois qu'on a une personne pour qui c'est la première expérience. Donc il faut déjà que ces personnes aient vraiment vu de quoi il s'agissait en venant et en s'impliquant, on va dire, dans au moins un séminaire. Sachant qu'il y a approximativement, c'est pas des grands groupes, c'est des petits groupes, c'est une vingtaine de personnes. Oui, voilà, vraiment. Moi, je tiens pas du tout. J'ai travaillé avec beaucoup de très grands groupes et actuellement,
Je suis pas vraiment fanat de recommencer avec de trop grands groupes. On verra pour cet été si on est un petit peu plus nombreux, mais pour les week-ends, je pense que le maximum pour moi c'est une vingtaine de personnes. Fin de cette première page promotionnelle. Alors Sylvie, on parlait du tantrisme. Désolé, je te prends au dépourvu alors que tu es en train de boire. Ce que j'apprécie, enfin dans l'image que j'ai du tantrisme, hein, je suis pas un spécialiste. J'ai eu l'occasion de lire un très gros pavé, un ouvrage magnifique écrit par un Français, mais dont je ne me rappelle plus le nom, sur le tantrisme. Et il y a quelque chose que j'ai, on va dire, redécouvert. C'est que le tantra, ou le tantrisme, a cette faculté finalement, à travers le travail sur on va dire le chakra racine, puisque c'est de là de tout part, cette énergie vitale qui est en nous, a la possibilité, lorsqu'on travaille dessus, de justement remonter tout du long. Et c'est ce que tu nous disais finalement sur le fait que le tantrisme est une voie royale, dans le sens où elle touche tous les aspects de l'être multidimensionnel, justement. Voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour nous, qu'est-ce que l'être multidimensionnel? En quoi qu'est-ce qu'on entend? Une dimension multidimensionnelle, on entend par là qu'on peut exister à différents plans, entre guillemets, dont on n'a pas forcément conscience. Ouais, je pense que c'est à peu près une très très bonne définition pour parler de l'homme multidimensionnel. Si on va rester justement très près du corps, moi ce qui me semble, c'est que notre corps, physique, c'est la partie très dense de nous-mêmes. C'est pas que cette partie dense soit séparée des autres parties, des autres dimensions de nous-mêmes. On pourrait dire que le regard, c'est la porte de l'âme. On pourrait dire ça, par exemple. Donc, les yeux, à travers les yeux, vont passer des énergies extrêmement subtiles. À travers un sourire, va passer quelque chose d'extrêmement subtil. Et donc, ce corps, c'est nous en danse. On va dire ensuite, pour schématiser, parce qu'on va pas pouvoir tout passer, on va passer par exemple à notre corps énergétique. Voilà, par exemple. Notre corps énergétique, c'est l'énergie qui va nous traverser, c'est ce flux vital. Voilà, ce flux vital pour la rivière qui nous traverse, on va dire. Voilà. On pourrait imaginer que la rivière vient de notre incarnation, de notre vitalité, etc. Est-ce qu'il y a moyen de le sentir? Oui. Non, c'est plus qu'un moyen, c'est certain. C'est certain que c'est quelque chose qui se sent. C'est pas une intellectualisation du tout. Donc c'est quelque chose qui est palpable quand on commence à travailler justement sur ce domaine de prendre conscience de nos énergies. Mais je pense qu'intuitivement on l'a. Par exemple, on va s'asseoir à côté de quelqu'un, on va sentir, on va dire tiens, il a des bonnes vibrations. Ou je m'assois à côté de quelqu'un, tiens, là, il y a vraiment des vibrations. C'est pas agréable, quoi. Hein. Donc, et pareil pour un lieu. Pareil pour un lieu, exactement. On peut arriver dans un lieu et se dire, oh là là, c'est lourd. On dit, oh tiens, c'est chargé, ou j'ai mal à la tête, ou je me sens pas très bien. On ne sait pas pourquoi. On est tellement ignorant de cette chose-là. Et on est d'autant plus ignorant qu'on pratique rien du tout en respect de ça dans notre vie quotidienne. Bon, ça, c'est un truc que je peux faire une petite parenthèse pour le quotidien qui me paraît important. On passe par exemple notre journée au travail, à l'extérieur. On prend le métro, on prend le train, on va au bureau, on va à l'atelier, on va enfin partout, à l'usine, on va partout. Et donc on accumule dans toute cette journée beaucoup de choses. Voilà, on côtoie beaucoup d'énergie. On arrive chez soi et on rentre avec cette énergie chez soi sans aucun respect de notre chez-soi. Alors notre chez-soi, c'est quoi? Est-ce que c'est une annexe du métro, une annexe du bureau, une poubelle? Ou est-ce qu'on pourrait considérer que chez-soi, on pourrait en faire une sorte d'oasis chez soi? Voilà. Donc avoir un oasis chez soi ou avoir un chaos chez soi. Donc avoir un oasis chez soi, ça veut dire déjà je suis sensible à l'énergie, je suis sensible à l'autre. Donc moi j'ai travaillé pendant des années avec un groupe où je rentrais du travail, il fallait que je passe, avant de rentrer dans la maison commune, on va dire, il fallait que je reste 1 heure, ou voire des fois plus, dehors. Enfin, c'était excessif. Hein. Enfin, c'était excessif parce que c'était dans un pays chaud, donc je craignais pas, j'étais pas dans le froid. Okay. Mais il fallait que je, entre guillemets, décharge. Décantation de l'énergie. Enlever ses chaussures,
qui ont piétiné dans le métro, dans les crottes de chien, dans partout, et je rentre dans ma moquette, dans mon appartement, et je commence à hurler sur mon mari ou ma femme ou mes enfants. C'est effrayant, quoi, quand on y pense. Donc si déjà je me pose un peu, je dis ok, je relaxe un petit peu avec tout ça, et ensuite je peux commencer peut-être à parler à ma femme ou à mes enfants de tout ça. À ce moment-là, je peux commencer à avoir une certaine hygiène ou prendre conscience des choses. Donc c'est une sorte de rééducation à prendre conscience de notre énergie et de l'énergie de notre endroit. Donc on va contacter Gérard. Oui, mais juste auparavant, la dernière question, c'est comment se décharger de cette énergie? Tout simplement, déjà en prenant conscience, et puis simplement en relaxant, en relativisant et en laissant par exemple l'énergie repartir dans les jambes ou dans les pieds et se dire que voilà, déjà je vais laisser toutes ces charges que j'ai accumulées, je vais les laisser repartir dans la terre, je vais les laisser repartir, descendre de moi, je vais respirer par exemple. Quelques petites choses très simples, je ne dis pas qu'on va faire des miracles, mais au moins déjà on aura pris conscience de ça et on n'arrivera pas et on ne va pas hurler sur sa femme ou sur son mari parce qu'on aura eu des soucis dans la journée ou qu'il y aura eu une panne de train ou une panne de métro. Donc on va déjà avoir conscience que chez soi, c'est notre oasis. Et je pense que bien souvent, chez soi, c'est un chaos aussi infernal dedans que dehors. On traîne nos casseroles de la journée. Voilà, exactement. Bon, ça c'est un petit exemple pour parler de la conscience de l'énergie. Après, évidemment, c'est extrêmement multiple et extrêmement plus... Enfin, il y a plein d'étages possibles. Et quand on descend, donc on parlait du sourire, on parlait des yeux, on parlait ensuite de descendre... Alors, qu'est-ce qui empêche ce flux vital de circuler harmonieusement du plan, par exemple, du chakra racine, on va dire? Eh ben, c'est tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a réprimé en soi depuis l'enfance, toutes les idées qu'on a sur les choses, toutes ces choses. Conditionnements, des peurs. Tous nos conditionnements, toutes nos peurs, nos besoins de conformité, nos besoins de faire plaisir à papa et maman, tous ces parasites qui nous habitent et qui font qu'on n'est pas du tout libre intérieurement et que notre rivière intérieure est extrêmement, on va dire, sinusoïdale du fait qu'elle est obligée de contourner tellement d'obstacles qu'à la fin il ne reste plus grand-chose. Parce que pour que l'énergie elle monte du sexe dans le cœur, il faut qu'il y ait de la pression. S'il n'y a pas de pression dans un tuyau, ça ne va pas monter. Donc moi souvent je dis je suis plombier en fait. En fait, plombier, électricien. Enfin, avec Gérard. Oui, avec les énergies, bah oui. Mais si, c'est vraiment très simple. Il faut comprendre qu'il faut démystifier tout ça. Il faut comprendre que si on a réglé un peu ses comptes en rendant à César ce qui est à César, c'est-à-dire à dire au curé, à dire symboliquement, on n'est pas obligé d'aller jeter l'anathème à ses parents ou ses profs ou tout ça, mais simplement de les exprimer, de dire vous m'avez vraiment trop fait chier pendant toute mon enfance ou voilà et j'en ai assez etc. Relâcher un petit peu tout ça et puis comprendre comment dans notre cerveau on a été extrêmement conditionné. Donc l'important c'est de régénérer de la plasticité, ce qu'on disait tout à l'heure, de la plasticité dans le cerveau, de façon à ce qu'on puisse se déconditionner, qu'on puisse avoir une autre attitude à une certaine situation. On va toujours répéter la même réaction. Pourquoi les gens ils répètent toujours les mêmes problèmes? C'est ça. Parce que dans le coco, là, dans le cerveau, c'est le neuronet, c'est toujours le même qui est sollicité, quoi. Hein. Voilà. Donc un peu de créativité. Donc pour moi, la créativité, le flux vital, c'est la même chose. D'accord, donc vous êtes en train de dire que pour laisser passer cette créativité, ce flux vital, du chakra racine jusqu'au sommet de la tête, pour que ça soit une belle ligne droite, une belle colonne, aussi bien d'air que de respiration énergétique, voilà. Et que quand cette colonne d'air, elle n'est plus contrecarrée dans sa circulation par des blocages énergétiques, des nœuds énergétiques, à ce moment-là, on a, je dirais, et si j'entends bien vos propos, un plein potentiel de ce que l'on est, de notre créativité, de notre force, puisque là, nous ne sommes plus contraints, limités par nos peurs, nos conditionnements, et que sais-je encore, ce plein potentiel de l'être. Voilà. C'est bien ça. C'est ça. Alors bon, je vais un tout petit peu... on va pas forcément arriver à un plein potentiel de ça. On va accepter qu'on a été limité à certains endroits, mais on va accepter de voir que nous ne sommes pas que cette limite. Nous sommes plus que cette limite. Nous pouvons détendre, nous pouvons élargir ce tuyau, nous pouvons élargir cette rivière, nous pouvons donner plus de flux à cette énergie vitale qui va faire quoi? Qui va faire que tout simplement toutes les cellules de notre corps vont être beaucoup plus réveillées.
que nos sens, c'est pour ça qu'on rejoint les hédonistes, quelque part, nos sens vont être beaucoup plus réveillés. Et évidemment, le danger qui va avec ça, c'est qu'on ne se contrôle plus par rapport à cette capacité à ressentir ou cette capacité à être ouvert et que on devienne finalement attaché à ça. Donc quand on pratique le tantra, quand on pratique la voie, cette voie-là, ou ces voies-là, on doit aussi, parallèlement à ça, ancrer sa pratique dans le cœur, ancrer sa pratique dans un endroit où on va en même temps travailler sur le non-attachement de ces sensations. Parce que quand on pratique le tantra, quand on pratique l'éveil des sens, on a une capacité à goûter la vie qui est tellement exceptionnelle que je pense que ça peut être aussi des écueils. C'est pour ça que beaucoup de voix ont choisi de se couper de ce travail sur la sexualité ou sur le pouvoir parce que justement ça représentait des dangers. Donc c'était toujours très caché, même encore maintenant les écoles de tantra sont souvent cachées, dans les endroits traditionnels. Nous on pense que c'est le moment de démystifier aussi cette chose-là et de pouvoir en parler avec respect et tranquillité sans se bousculer et sans non plus imaginer que c'est pas facile non plus parce que tout chemin demande un effort. Et pour canaliser son énergie, il y a quand même des efforts à faire. Il faut accepter de régler ses comptes avec le passé, il faut accepter de faire ce nettoyage. Et on voit bien que les efforts au niveau de la planète pour l'écologie sont de grands efforts. Donc intérieurement, si on veut que son intérieur devienne un oasis, comme je faisais la comparaison avec la maison, si on veut que notre maison intérieure et notre maison aussi physique deviennent un oasis, il faut qu'on fasse le job. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Il faut quand même payer comptant. Et ça va être l'occasion justement de faire le lien avec Gérard que nous avons en ligne, dans le sens où de cette hypersensibilité, de cette sensibilité dont vous parlez, dès le moment où il y a cette colonne d'énergie qui est à sa place, pourrait-on dire, qui fait la liaison entre terre et ciel, eh bien on peut percevoir le monde qui nous entoure, mais sous un autre regard. Et le monde aussi, lui, il a cette vision, cette réalité multidimensionnelle. Gérard, bonsoir. Oui, bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous. Oui, également, merci de... Bonsoir Gérard. Bonjour Sylvie. Alors Gérard, pour faire une petite présentation, la même question qu'à Sylvie, quelle étiquette vous collez-vous? À moi? Quelle étiquette? Oui. L'étiquette officielle, je suis ostéopathe, donc le travail que je mène est surtout un travail de redresseur de tort. Mon travail est d'amener finalement le corps dans un état de détente et de mobilité finalement le plus près possible de 100%, si j'ose dire. Donc je m'adresse moi plus en direct au potentiel physique de chacun, ou plus exactement, je vais travailler à partir de ce potentiel pour créer un canal, je dirais, suffisamment ouvert pour que ce flux vital, ce flux d'énergie naturelle qui nous habite, puisse s'exprimer relativement librement et, comment dirais-je, venir nourrir tous les aspects de nous-mêmes, au-delà du corps, au-delà de l'intellect, au-delà des émotions, et peut-être s'ouvrir, si c'est possible, dans une dimension plus spirituelle. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'ostéopathie. Oui. Comme vous venez de le dire, vous occupez du corps. Et comme le précisait Sylvie, le corps danse. Le corps danse. Oui. Qu'on peut là toucher, voir, sentir. Voilà. Enfin, en tout cas, il est plus que concret ce corps. Donc, ne pas le rejeter, effectivement. Et dans le cas de l'ostéopathie, vous remettez, entre guillemets, moi ce que j'appellerais l'arbre de vie du corps, le squelette en lui-même, aussi bien les os du crâne, qui sont aussi importants, dont on méconnaît beaucoup de choses. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment expliquer, vous, en tant qu'ostéopathe, le fait qu'il y ait la possibilité que ce squelette, cet arbre, puisse arriver à entre guillemets, se disloquer, ou que certaines jonctions se déboîtent. Comment peut-on expliquer ça? Moi, ce que je pense sur ce point, c'est qu'en fait, ce sont, comment dirais-je, les interactions entre notre système de croyance, notre système de pensée, notre comportement
nos désirs et la façon d'actualiser tout ça dans le corps et dans le présent qui est à l'origine des dysfonctionnements. Lorsque, de façon par exemple très simple, on abuse de nourriture ou d'excès d'activité ou de drogue ou de sexe ou de je ne sais quoi, on va créer en fait dans nos systèmes une sorte de suractivation d'un système particulier. Alors en l'occurrence ça pourrait être le système digestif par exemple. Ce système digestif ne fonctionne pas tout seul. Il est en interaction avec d'autres systèmes, et notamment le système circulatoire ou les systèmes musculaires qui viennent s'attacher eux-mêmes sur la colonne. Donc un estomac trop plein ou un intestin pléthorique va tirer forcément sur la colonne et générer des micro-lésions en termes de mobilité, en termes de perte de mobilité. Et progressivement, cette tension qui à l'origine est peut-être très, très limitée ou très réduite, va se prolonger, je dirais, sur d'autres systèmes à travers des pertes de mobilité secondaires qui sont souvent pires que la première, que la lésion primaire. Moi, par exemple, dans ma pratique, je vois très souvent des problèmes de torticolis ou de migraines ou de compression très importante au niveau du crâne, dont l'origine se trouve au niveau viscéral. Est-ce que ça répond à peu près à votre question ? Tout à fait. Je voyais l'effet domino. Voilà, la réaction en chaîne, et en même temps quand vous me parlez que tout commence dans le ventre quelque Absolument. part, alors paradoxalement, je ne sais pas si c'est un paradoxe, et je ne pense pas d'ailleurs, mais on constate en tout cas que le premier cancer en France, si ce n'est peut-être dans le monde, c'est le cancer du côlon. Oui. Donc pourquoi le ventre, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que là on rejoint encore une fois l'enracinement. Qu'est-ce que le ventre a à ce point-là de spécifique qui peut générer autant de désagréments corporels? Le ventre c'est une marmite. Donc on va transformer finalement dans notre ventre tout ce qu'on absorbe. Alors que ce soit les liquides, que ce soit les solides, que ce soit nos pensées ou celles des autres, nos émotions, celles des autres, toute l'interaction finalement énergétique qu'il peut y avoir entre nous et le monde passe par le ventre. Notre premier cerveau finalement est dans notre ventre. Notre énergie vitale est dans notre ventre. Nous naissons du ventre. D'une certaine manière, notre commencement vient avec le ventre. Donc, d'un point de vue purement mécanique, par exemple, lorsque les tensions viscérales, si vous voulez, sont assez marquées, assez importantes, on peut trouver jusqu'à 1 litre et demi de sang stagnant au niveau viscéral. Donc ce sang va se charger, du fait de sa perte de mobilité, il va se charger en fait de toxines qui elles-mêmes vont ralentir en fait le système d'élimination et le système d'assimilation. Donc on voit bien simplement, en prenant cet exemple-là du sang stagnant, que le ventre est le centre de notre mobilité, c'est le centre de notre vie, c'est notre commencement. Alors j'écoutais avec attention tout à l'heure ce que vous évoquiez l'un et l'autre concernant l'espace du cœur. Pour moi, en quelque sorte, le cœur du ventre, c'est cette circulation du sang, c'est cette mobilité à l'intérieur du ventre qui va servir de support à notre énergie. Il n'y a pas d'énergie manifestable sans mobilité dans cet espace du ventre. On ne peut pas nourrir non plus l'espace du cœur sans que le ventre soit libre. On est beaucoup plus léger quand le ventre est dégagé, que ce soit dans l'espace du cœur ou l'espace mental. Alors, pour les auditeurs, je précise quand même que vous êtes ostéopathe. Et c'est très intéressant d'entendre un ostéopathe parler à ce point-là de cette vision globale, justement, du corps. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous me demandiez quelle étiquette. Alors, je vous donne l'étiquette de départ. L'ostéopathie, donc le corps, la structure dense, qui est finalement notre présent. Un vieux sage disait que la surface finalement qu'on occupe sur la terre ne dépasse jamais la largeur de nos pieds. Et je pense que justement notre existence est là dans le présent, à l'endroit où on est. Le travail que nous essayons de faire connaître avec Sylvie Carlet
est essentiellement dirigé justement sur cette incarnation, sur le fait d'exister et d'être présent à soi-même, dans ses pieds, à l'endroit où on est, dans tous les aspects de notre personnalité, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, enfin, et, comme je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi pas énergétique et spirituelle. Il n'y a pas, ça serait à mon avis extrêmement limitant que d'imaginer, ou très pauvre, que d'imaginer que nous existons que dans notre structure physique et que le travail ostéopathique se réduise à cette action sur le corps. Moi, je me rends compte tous les jours dans ma pratique, ça dépasse largement ça. Ce qui nous a donné d'ailleurs envie, avec Sylvie Carlet, de faire partager cette expérience à la fois du corps, de la circulation de l'énergie, de la créativité, et de montrer que c'était réellement possible dans le quotidien, sans faire de longs stages au fin fond de l'Himalaya, dans un ashram. On peut vivre ça dans sa vie de tous les jours, quoi, dans son corps, dans le temple du corps finalement, mais au quotidien. Alors Gérard, juste avant qu'on puisse continuer l'émission et développer, je vous propose de faire la deuxième page promotionnelle, et puis puisque vous nous avez rejoint, d'expliquer avec Sylvie ce que vous proposez aux auditeurs. Donc, deuxième page promotionnelle. Aujourd'hui avec nous, Sylvie Carlet, Gérard Longuet, qui vous propose une grande aventure, l'aventure à l'intérieur de vous-même, à travers justement votre être multidimensionnel. Alors, un site internet, voire plusieurs, à vous communiquer, des numéros de téléphone, une conférence, stage, c'est parti. Alors prenez de quoi noter, un papier et un crayon. Et le site internet, en tout cas, qui réunit quelque part le travail de Sylvie et le travail de Gérard, le voici, il est en cours de construction. Donc ne vous étonnez pas si pour l'instant vous ne voyez pas apparaître le site, mais il le sera d'ici peu. Ce site s'intitule Écologie intérieure, en un mot tout attaché, .com. Le site de Gérard Longuet, le voici, c'est très simple aussi, www.gérard-longuet, longuet.com, et le tiret, c'est la touche 6 de votre clavier. Le numéro de téléphone pour pouvoir contacter Gérard, le 06 08 73 77 23. Je répète, 06 08 73 77 23. Le site internet de Sylvie, www.énergie au singulier-créativité.com. Énergie, la touche 6 de votre clavier, créativité.com. Et enfin le numéro de téléphone de Sylvie, le 06 85 71 48 63. 06 85 71 48 63. Donc, une première conférence sera donnée, en tout cas à Paris. Il y en a d'autres qui seront données dans toute la France, mais pour ça, je vous invite à vous connecter sur le site ou les sites internet que je vous ai communiqués, où tout est détaillé. En tout cas, la première conférence qui aura lieu ce jeudi qui vient, ce jeudi 26, à Paris, dans le 13e arrondissement, près de la place d'Italie, pardon. Donc pour le métro, c'est relativement simple. Au 22 rue Paulin-Méry. Paulin, Paulin, Méry, M-E-R-Y. Et c'est à la salle Gabriel Delanne. Cette conférence commencera à 19h15 avec seulement 10 € pour pouvoir y assister. La thématique en sera l'urgence pour l'homme et la planète, l'écologie intérieure, corps, tantra et chamanisme. Et puis donc 3 stages qui vous sont proposés, voire un 4e, mais les 3 premiers vous amènent justement à pouvoir accéder entre guillemets au 4e. À savoir que il y a pour l'instant 3 stages qui ont à voir avec les différents éléments. À savoir que la Terre a déjà eu lieu, le stage de la Terre en février, donc celui-là est terminé. Il reste l'eau, l'air et le feu. L'eau au mois d'avril, le 3, 4, 5 avril. Il y a l'air le 30, 31 et 1er juin. Alors 30, 31 mai, bien entendu, et 1er juin. Et enfin le feu
le 9, 10 et 11 juillet. Alors ces différents stages peuvent être pris indépendamment ou tous si vous le souhaitez. Cela se passe du côté de Vendôme dans le 41, à 2 heures de Paris en voiture et près d'une demi-heure, 45 minutes avec le train. Et puis, si vous participez à un de ces stages, vous avez la possibilité d'accéder, entre guillemets, alors c'est pas pour faire élitiste, loin de là, mais un minimum de travail déjà au préalable avant de pouvoir accéder à ce stage qui dure une semaine, du 8 au 15 août, dans le parc du Luberon, dans le 04, où là, il s'agit de reprendre justement tous les différents éléments, donc l'air, la terre, l'eau et le feu, et que vous puissiez avoir quand même au préalable quelques éléments pour que vous puissiez travailler d'autant plus en profondeur. Sylvie vous propose différents moyens, je dirais, ludiques à travers la créativité artistique pour travailler sur vous-même. Donc, comme quoi, c'est super. On peut très bien faire un travail sur soi tout en s'amusant. Et puis, des fois, on a des agréables surprises sur ce qui peut ressortir de nous. Et Gérard, alors, je vous dirais, mais quelle est votre place dans ces stages ? Alors moi, mon action, elle est à la fois de travailler au niveau corporel, que ce soit au niveau de la respiration, de la mobilité, etc. Et également de renforcer, si j'ose dire, le lien énergétique et de conscience qu'on peut entretenir avec la nature. Moi, mon travail, c'est surtout de travailler dehors avec les éléments, la terre, les arbres, l'eau, etc. Et de donner corps à tout ce travail d'énergie que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que je peux rajouter ? Mon cher Gérard. Oui, j'entends pas très bien, mais j'écoute. Oui, mais écoute, simplement ce que je voulais rajouter, c'est que dans ce travail, ce qui est tout de même flagrant, c'est que tu es un homme et je suis une femme. Et aussi, je pense que quand on parle de corps, tantra et chamanisme, ça me paraît indispensable pour les participants que les deux sexes soient présents. C'est vrai. Et que, si vous voulez, pour parler de ça, que la femme, l'homme et la femme puissent vraiment aussi retrouver leur place, se réapproprier chacun son identité de femme et d'homme, et d'arrêter de croire que c'est en écrasant l'un ou en remplaçant l'autre que les choses fonctionnent. Et je pense qu'à cet endroit-là, Gérard et moi, on a vraiment... Une bonne symbiose. Oui, et puis je pense que c'est ça l'essentiel de notre co-animation. Ouais. Au niveau de la co-animation, c'est certain. Je suis très très heureuse de participer et de ne pas être seule dans ce travail et d'être vraiment avec un compagnon qui peut amener aussi tout l'éclairage de son point de vue d'homme et moi de mon point de vue de femme sur certaines choses. Fin de cette deuxième page promotionnelle. Alors, Gérard. Oui. Donc la question qui me vient à l'esprit suite à ce préambule, après vous êtes présenté, Sylvie nous a dit que vous avez découvert la méditation à l'âge de 17 ans, oui. Vous avez une 50aine d'années à l'heure actuelle, et vous êtes ostéopathe, oui. Mais pas seulement. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi, en ayant commencé un travail, on va dire, sur une voie spirituelle, travail sur soi, à travers la méditation, pourquoi l'ostéopathie et pas autre chose ? Je pense que le travail corporel, moi j'ai un passé de sportif déjà d'assez bon niveau. J'ai pratiqué beaucoup l'athlétisme pendant des années, j'ai fait de l'équitation, j'ai beaucoup joué au tennis et j'ai découvert très tôt dans la vie les joies d'un corps qui fonctionnait bien, qui était libre, qui était bien huilé, etc. Et je crois que très tôt dans ma vie, j'ai eu envie de faire partager ça. Donc c'est plus je pense que l'ostéopathie pour moi a été une façon de mettre en œuvre ce que j'avais appris ailleurs, en l'enrichissant justement de peut-être d'autres aspects comme la méditation, etc. Je n'ai pas du tout une vision cloisonnée des choses. Je pense que tout ça s'est mis en place progressivement et c'est vrai que je cherchais professionnellement un moyen de transmettre ce que j'avais travaillé personnellement ou ce que j'avais découvert à travers le sport. Et pour moi, l'ostéopathie a été un très bon modèle d'apprentissage et outil de transmission. Simplement, je crois que j'ai cherché aussi à enrichir
système, avec toute cette pratique de méditation ou de chamanisme que j'ai pu pratiquer très tôt dans ma vie. Alors justement, là, vous me tendez la perche et je la saisis. Sur le chamanisme, Oui. je sais, c'est un grand mot, mais je crois connaître qu'il est relativement difficile déjà d'une part d'avoir des initiations et de pouvoir mettre un pied dans ce milieu assez fermé du chamanisme, sachant que en France, en tout cas, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Beaucoup de personnes se disent relever d'une initiation chamanique. Mais alors, Sylvie nous avait mentionné au début de l'émission que vous avez eu l'occasion de passer justement ces rites initiatiques par des chamans d'Amérique du Sud. Et la question qui s'ensuit spontanément, c'est de me dire, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer ces hommes, à rentrer en contact avec eux et qu'ils vous décident, parce que c'est pas pour autant gagné, hein, on peut les rencontrer, mais c'est pas pour autant qu'ils acceptent de vous initier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce sont des hommes et des femmes. Je pense que Sylvie a soulevé tout à l'heure un point qui est essentiel. Les traditions chamaniques ont souvent été véhiculées par des femmes. Donc, moi, en ce qui me concerne, je pense que j'avais un désir très profond de rencontrer de façon extrêmement authentique des chamans ou des maîtres ou des enseignants, enfin, on les appellera comme on veut. Et je crois qu'au fond, c'est parce que j'avais ce désir extrêmement brûlant que j'ai pu les rencontrer et franchir les obstacles, je dirais, d'une apparente fermeture. J'ai cette croyance peut-être un peu naïve que quand quelque chose est prêt et qu'on est prêt pour cette chose, elle vient à nous. Moi, j'ai souvent eu l'impression que j'ai pas eu à chercher. C'est-à-dire que ces rencontres se sont présentées, et elles se sont simplement offertes à moi au moment où j'étais prêt, c'est-à-dire sans attente particulière. Bon, en faisant juste le travail d'aller à la rencontre, bien sûr. Hein. Alors, il y a eu des rencontres parfois extrêmement riches et précieuses et bouleversantes, et puis d'autres d'une platitude et d'une stérilité totale. Il n'y a pas que de très belles rencontres, il y a aussi des rencontres qui avaient peu d'intérêt. Elles étaient aussi formatrices en un sens. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes allé à la rencontre du chamanisme ou c'est le chamanisme qui est venu à votre rencontre? Moi, le chamanisme, je le vis dans mon quotidien depuis l'enfance. Donc, ça m'a été facile de le rencontrer, je dirais, dans des situations extrêmement simples du quotidien. Je crois que cette rencontre, elle se fait dans un espace finalement où on est simplement à l'écoute ou comment dirais-je, dans un état d'éveil des sens où comment dirais-je, le simple fait de rencontrer parfois même en France des personnes simples qui ont je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui garde des moutons et qui a la particularité de soigner avec ses mains ses moutons. Et un de mes fils avait à l'époque une verrue plantaire extrêmement importante. Alors, on aura un détail très très simple. Et cet homme, en quelques minutes, a trouvé le moyen de faire disparaître cette verrue. Alors je ne sais pas comment il s'y est pris, mais il y avait là, dans cette rencontre, un accès à un véritable chamanisme. On n'est pas obligé d'aller au fin fond de l'Amazonie ou au fin fond de la Mongolie pour rencontrer des chamans. Je crois que les actes de chamanisme, c'est-à-dire finalement d'ouverture à la totalité de la vie ou à la nature, on les vit au quotidien tous. Il faut juste simplement être dans cette présence-là au moment où ça se passe. Je crois qu'il n'y a pas de milliers de kilomètres à faire, il y a juste à être là avec soi et ça se passe. Alors de cet homme dont vous parlez, de ce berger qui enlève la verrue de votre fils, on pourrait en tout cas au jour d'aujourd'hui en France, pour ceux et celles qui découvrent l'émission, peut-être se dire c'est un magnétiseur, c'est le rebouteux. Oui, pourquoi pas.
Alors, la différence justement avec le chaman finalement, quelle est-elle exactement? Moi, je pense que le chaman essentiellement a pour fonction de remettre la personne en connexion avec elle-même à travers la nature. Donc c'est simplement cette connexion que fait le chaman. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme à travers la nature. Ouais. Alors pourquoi, je dirais, colle à la peau des chamans cette idée de justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces quatre éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement, et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue. Donc il faut bien de la chaleur, il faut bien. Donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes. Et probablement que en actionnant que fait le guérisseur. Peut-être que lui va chercher, lui, avoir une action sur des symptômes précis, sur des symptômes, par exemple. Alors que là, entre guillemets, chaque action consiste à conduire dans sa totalité, à ramener la personne dans cet état, ne va pas être séparée ou arrêt du monde, à travers la nature. Ouais. La nature. Pourquoi alors colle à la peau des. Pourquoi je dirais que le chaman, ces différents éléments là, justement l'air, terre, l'eau, le feu, ces quatre éléments. Pourquoi c'est indispensable quelque part? Parce que c'est des sables, une sorte de mélodie. C'est comme une sorte régulièrement et qui revient à ça à travers le chamanisme qui les différentes faces du monde. Pour existe à travers la surportant. Pourquoi est-ce si important? Il me semble que moi, il me semble raison, c'est que la première sont des éléments, que ces éléments archétypaux qui nous constituent, symboliques, sont des parties de nous. Le corps est composé, notre 13% dosé à 60, à 37 degrés, nu à peu près, nu. Donc il faut bien de façon continue chaleur, il faut bien de la. Tous ces éléments bien, donc qui constituent en place sont des parties de nous-mêmes. Et probablement en actionnant en action que fait le. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme à travers la nature. Ouais. Alors pourquoi je dirais colle à la peau des chamans cette idée de justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces quatre éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement, et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue. Donc il faut bien de la chaleur, il faut bien. Donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes. Et probablement que en actionnant que fait le guérisseur. Peut-être que lui va chercher, lui, avoir une action sur des symptômes précis, sur des symptômes, par exemple. Alors que là, entre guillemets, chaque action consiste à conduire dans sa totalité, à ramener la personne dans cet état, ne va pas être séparée ou arrêt du monde. À travers la nature. Ouais, la nature. Pourquoi alors colle à la peau des. Pourquoi je dirais que le chaman, ces différents éléments là, justement l'air, terre, l'eau, le feu, ces quatre éléments. Pourquoi c'est indispensable quelque part? Parce que c'est des sables, une sorte de mélodie. C'est comme une sorte régulièrement et qui revient à ça à travers le chamanisme qui les différentes faces du monde. Pour existe à travers la surportant.
Pourquoi est-ce si important? Il me semble que moi, il me semble raison, c'est que la première sont des éléments, que ces éléments archétypaux qui nous constituent, symboliques, sont des parties de nous. Le corps est composé, notre 13% dosé à 60, à 37 degrés, tenu à peu près nu, donc il faut bien de façon continue chaleur, il faut bien de la, tous ces éléments bien, donc qui constituent en place sont des parties de nous-mêmes, et probablement en actionnant en action que fait le monde. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique, consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme vous. À travers la nature. Ouais. Alors pourquoi je dirais colle à la peau des chamans cette idée de justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces quatre éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement, et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue, donc il faut bien de la chaleur, il faut bien. Donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes, et probablement que en actionnant que fait le guérisseur. Peut-être que lui va chercher, lui, avoir une action sur des symptômes précis, sur des symptômes, par exemple. Alors que là, entre guillemets, chaque action consiste à conduire à dans sa totalité, à ramener la personne dans cet état, ne va pas être séparée ou de arrêt du monde, à travers la nature. Ouais, la nature. Pourquoi alors colle à la peau des. Pourquoi je dirais que chaman, c'est différents éléments là, justement des différents, l'air, terre, l'eau, le feu. Ces quatre éléments. Pourquoi c'est indispensable quelque part? Parce que c'est des sables, une sorte de mélodie. C'est comme une sorte régulièrement et qui revient à tous ça à travers le chamanisme qui les différentes faces du monde. Pour existe à travers la surportant. Pourquoi est-ce si important? Il me semble que moi, il me semble raison, c'est que la première sont des éléments, que ces éléments archétypaux qui nous constituent, symboliques, sont des parties de nous. Le corps est composé, notre 13% dosé à 60, à 37 degrés, tenu à peu près nu, donc il faut bien de façon continue chaleur, il faut bien de la. Tous ces éléments bien, donc qui constituent en place sont des parties de nous-mêmes, et probablement en actionnant en action que fait le monde. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique, consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme à travers la nature. Ouais. Alors pourquoi je dirais colle à la peau des chamans cette idée de justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces quatre éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement, et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue, donc il faut bien de la chaleur, il faut bien. Donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes, et probablement que en actionnant que fait le guérisseur. Peut-être que lui va chercher, lui, avoir une action sur des symptômes précis, sur des symptômes, par exemple. Alors que là, entre guillemets, chaque action consiste à conduire à dans sa totalité, à ramener la personne dans cet état, ne va pas être séparée ou de arrêt du monde. À travers
À travers la nature. Ouais, la nature. Pourquoi alors, colle à la peau des... Pourquoi, je dirais, que les chamans, ces différents éléments, là, justement, l'air, terre, l'eau, le feu, ces 4 éléments, pourquoi c'est indispensable, quelque part? Parce que c'est des sables, une sorte de mélodie, c'est comme une sorte régulièrement, et qui revient, ça à travers le chamanisme, les différentes faces du monde, pour existe à travers la surtemps. Pourquoi est-ce si important? Il me semble que, moi, il me semble raison, c'est que la première sont des éléments, que ces éléments archétypaux qui nous constituent, symboliques, sont des parties de nous. Le corps est composé, notre 13% dosé à 60, à 37 degrés, nu à peu près, nu, donc il faut bien de façon continue chaleur, il faut bien de la... Tous ces éléments, bien, donc qui constituent en place sont des parties de nous-mêmes, et probablement en actionnant en action que fait le monde. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique, consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme à travers la nature. Ouais. Alors pourquoi, je dirais, colle à la peau des chamans cette idée justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces 4 éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement, et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue, donc il faut bien de la chaleur, donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes. Et probablement que en actionnant que fait le guérisseur. Peut-être que lui va chercher, lui, avoir une action sur des symptômes précis, sur des symptômes, par exemple. Alors que là, entre guillemets, chaque action consiste à conduire dans sa totalité, à ramener la personne dans cet état, ne va pas être séparée ou arrêt du monde, à travers la nature. Ouais, la nature. Pourquoi alors, colle à la peau des... Pourquoi, je dirais, les chamans, ces différents éléments, là, justement, l'air, terre, l'eau, le feu, ces 4 éléments, pourquoi c'est indispensable, quelque part? Parce que c'est des sables, une sorte de mélodie, c'est comme une sorte régulièrement, et qui revient, ça à travers le chamanisme, les différentes faces du monde, pour existe à travers la surtemps. Pourquoi est-ce si important? Il me semble que, moi, il me semble raison, c'est que la première sont des éléments, que ces éléments archétypaux qui nous constituent, symboliques, sont des parties de nous. Le corps est composé, notre 13% dosé à 60, à 37 degrés, nu à peu près, nu, donc il faut bien de façon continue chaleur, il faut bien de la... Tous ces éléments, bien, donc qui constituent en place sont des parties de nous-mêmes, et probablement en actionnant en action que fait le monde. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique, consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme à travers la nature. Ouais. Alors pourquoi, je dirais, colle à la peau des chamans cette idée justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces 4 éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement, et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue, donc il faut bien de la chaleur, donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes. Et probablement que en actionnant que fait le guérisseur. Peut-être que lui va chercher, lui, avoir une action sur des symptômes précis, sur des symptômes, par exemple. Alors que là, entre guillemets, chaque action consiste à conduire
dans sa totalité, ramener la personne dans cet état, ne va pas être séparé ou de arrêt du monde, à travers la nature. La nature. Pourquoi alors, colle à la peau des fois, je dirais, et chaman, c'est différents éléments là, justement l'air, terre, l'eau, le feu, ces 4 éléments. Pourquoi c'est indispensable quelque part? Parce que c'est des sables, une sorte de mélodie. C'est comme une sorte régulièrement et qui revient à ça à travers le chamanisme, les différentes faces du monde. Pourquoi existe à travers la surportant? Pourquoi est-ce si important? Il me semble que moi, il me semble raison, c'est que la première sont des éléments, que ces éléments archétypaux qui nous constituent, symboliques, sont des parties de nous. Le corps est composé, notre 13% dosé à 60 à 37 degrés, nu à peu près, nu, donc il faut bien de façon continue chaleur, il faut bien de la. Tous ces éléments bien, donc qui constituant de là sont des parties de nous-mêmes. Et probablement en actionnant en action que fait le monde. Peut-être que le guérisseur, lui, va chercher à avoir une action plus précise sur des symptômes, par exemple. Alors que là, l'action, entre guillemets, chamanique, consiste à conduire, à ramener la personne dans sa totalité, dans cet état où elle ne va pas être séparée du monde. À travers la nature, comme travers la nature. Ouais. Alors pourquoi je dirais colle à la peau des chamans cette idée justement des différents éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Pourquoi ces 4 éléments sont quelque part indispensables? Parce que c'est comme une sorte de mélodie qui revient régulièrement et ça à travers tous les différents chamanismes qui existent à travers la surface du monde. Pourquoi est-ce si important? Moi, il me semble que la première raison, c'est que ces éléments sont des éléments archétypaux, symboliques, qui nous constituent, sont des parties de nous. Notre corps est composé à 73% d'eau, maintenu à peu près à 37 degrés de façon continue. Donc il faut bien de la chaleur, Donc tous ces éléments-là sont des parties constituantes de nous-mêmes. Et probablement que en actionnant